Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous accueille à ce nouveau webinaire organisé par le CREFAC et la CFDT Cadre. Aujourd'hui, il sera question d'ingénieurs, d'enjeux, de responsabilité. La CFDT Cadre s'est depuis longtemps intéressée aux questions que se posaient les ingénieurs sur leur rôle, leur métier. Ce sont d'ailleurs des ingénieurs qui ont créé à la CFDT les premiers syndicats de cadres dans les secteurs industriels de l'automobile, de la chimie, de l'énergie, du BTP. Et de longue date, de ce fait, nous nous intéressons aux conditions d'exercice de la responsabilité professionnelle et de l'éthique des ingénieurs et des cadres, des impacts de leur travail d'analyse, d'innovation, de conception, d'organisation ou d'animation. Au niveau international même, des forums syndicaux mondiaux dédiés aux ingénieurs sont organisés de temps en temps. Et si vous allez sur le site de la revue Cadre, vous trouverez près de 300 articles qui mentionnent le groupe professionnel des ingénieurs et s'y intéressent de près. Alors, s'il y a des constantes dans le métier générique de l'ingénieur à forte culture scientifique, technique et organisationnelle, le champ de ses préoccupations ne cesse de s'accroître et les conditions d'exercice du métier ne cessent de se diversifier, de se complexifier. Ainsi, depuis une décennie, se sont fortement accrues au sein de la société les préoccupations environnementales, avec notamment ses composantes de changement climatique, de transition énergétique, de disponibilité des ressources. Et d'ailleurs, la CFDT Cadre en a fait le thème de son dernier numéro de sa revue Cadre. Il en est à tel point que l'entreprise est désormais tenue par l'article 1833 du Code civil, retenez bien ce chiffre, d'être gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Alors, si la loi Pacte qui a créé cet article 1833 est davantage évoquée à propos de l'émergence des notions de raison d'être ou d'entreprise à mission, cet article 1833 concerne toutes les sociétés et donc toute la société. Alors, comment traduire en acte cette prise en considération, tant pour l'entreprise que par les salariés, par les acteurs syndicaux et les parties prenantes? Comment, pour les ingénieurs, cette prise en considération de la responsabilité sociale et environnementale peut se traduire au quotidien et à long terme, dans le travail même et pas seulement hors travail? Pour aborder ces sujets, ces questions, ce matin, nous entendrons d'abord le témoignage d'un ingénieur en informatique, Franck Pramoton, puis Yves Lichtenberger, sociologue des relations professionnelles, tracera à grands traits les constantes de fond et les changements à l'œuvre au cœur de ce métier. Enfin, Bernard Jarry-Lacombe présentera le cycle de formation que nous proposons à chacun d'entre vous pour prendre du recul par rapport à votre fonction d'ingénieur, s'il en est, vos responsabilités, et mettre tout cela en cohérence avec vos valeurs. Nous prendrons le temps, après chaque intervention, de répondre à quelques remarques ou questions formulées dans l'outil de conversation. Commençons donc par le témoignage de Franck Pramoton, ingénieur dans une grande entreprise produisant des systèmes d'information et qui a mené de front son activité professionnelle, son activité prud'homale et son engagement au comité d'entreprise puis au comité européen, avec comme préoccupation la conciliation des enjeux collectifs, environnementaux et ceux de l'entreprise. Alors bonjour Franck et je te passe la parole. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Effectivement, je vais vous faire un petit résumé de carrière que je peux positionner à un moment où, en tant que collégien en 1974, à l'occasion d'un exposé d'histoire géo, je m'exerçais au défi d'exercice de prédiction de l'avenir. Et en 74, l'avenir en histoire géo, c'était de prédire la fin du pétrole et un monde à objectif de 25 ans totalement nucléaire et hydrogène. Un monde qui serait guidé par une contrainte d'augmentation régulière des prix de l'énergie pour aller vers ce nouvel Eldorado du nucléaire et de l'hydrogène. Et l'ingénieur en 85, je découvrais les leviers de l'optimisation sous contrainte, des sources de productivité du monde informatique et la conviction d'un progrès économique, technique au service de tous. Jeune salarié dans l'informatique, dans les années 2000, patatras, je découvre que les arbres ne montent pas au ciel
et pas plus que les rémunérations des informaticiens. L'éclatement de la bulle Internet vaut bien de générer de nouvelles sources d'innovation dans les entreprises, avec notamment des pratiques de licenciement abusifs et massifs. Et c'est à cette époque que je suis entré dans le monde syndical en prenant des responsabilités de conseiller prud'homme, de secrétaire de comité d'entreprise européen et d'animateur de collectif dans la sphère du numérique. Et alors, Franck, quels enseignements tires-tu de ces expériences? Alors ces observatoires, et notamment la section encadrement des conseils de prud'homme, m'ont confronté à de multiples reprises aux questions suivantes. La première, vraiment, le choix naturel de chacun de privilégier sa sécurité individuelle, son emploi, devant l'intérêt collectif. Et de ça, de cette pyramide de Maslow, pour ceux qui sont passés par là, découle tellement de choses comme l'importance du politiquement correct pour les cadres, afin de rester dans le rang, ce politiquement correct aussi pour les organisations, qui se remettent tellement difficilement en cause, et ces remises en cause passent au final par des licenciements individuels de cadres qui ont pu échouer sans que finalement la question ne revienne à l'organisation. Et au final, c'est un modèle que j'ai vu se répéter tant de fois. Il vaut mieux paraître accepter des objectifs commerciaux inatteignables, confirmer des intentions de vente improbables, plutôt que d'être le premier à remettre en cause des directives. Et ce qui est valable pour la vente l'est tout autant pour les projets. On peut citer par rapport à ça les exemples Volkswagen, Boeing, partie émergée d'un iceberg largement invisible. Alors, Volkswagen, c'est quoi? Ce sont des cadres, des ingénieurs qui considèrent qu'il vaut mieux participer à la construction d'un système de manipulation de la pollution des moteurs diesel plutôt que de faire valoir un devoir d'alerte. Et chez Boeing, avec son 737 MAX, il vaut mieux réserver ses doutes à des discussions de café entre collègues quand on parle du système d'assistance au contrôle de vol, le fameux système MCAS, un partage écrit de ses doutes avec sa hiérarchie, ou encore pire, avec le régulateur, serait vraiment, vraiment trop engageant. Et au final, je vois que les entreprises n'ont eu de cesse de mettre les ingénieurs en boîte, de théoriser leur travail, et en ne laissant d'autre place qu'un modèle de management visionnaire, descendant, incontestable. Et les anciens d'Alcatel peuvent s'en souvenir, ce leadership visionnaire d'une entreprise émancipée prévoyait pour cette entreprise Alcatel un avenir avec une chaîne de valeur sans usine, pas de logistique propre et l'aide d'un sous-traitant compréhensif, diligent. Je vous rappelle, ce sous-traitant, c'était Huawei. Et alors, Franck, plus spécifiquement, dans ton secteur d'activité, qu'est-ce que tu vois comme enjeu, on va dire, existentiel? Alors c'est là où les choses deviennent compliquées parce que le secteur du numérique, des entreprises de technologie découvrent avec difficulté et stupeur que ces outils n'ont rien de virtuel, mais qu'ils ont une empreinte carbone considérable, insoutenable et qui va encore doubler d'ici 2025. C'est un secteur qui est victime d'une addiction incroyable à la croissance continue de ses ventes, de ses déploiements d'outils numériques. Il est en place de doubler ses émissions carbone d'ici 2025. Il va peser autant que le secteur automobile. Il pèse actuellement autant que le secteur aérien. Et cette empreinte carbone, elle est liée à 80% à la déclinaison des usages autour de la vidéo en ligne. C'est un secteur aussi qui génère ce qu'on appelle un sac à dos écologique de plus en plus lourd en termes de poids de terre déplacée quand il s'agit de rechercher les métaux rares dont il a besoin en nombre croissant. C'est un secteur qui, quand j'ai débuté mes études, il promettait de n'apporter que des avantages au monde. Et ces avantages, très clairement, ils n'ont rien d'automatique et ils réinterrogent de manière brûlante les organisations,
dopé, j'en parlais vraiment de ce modèle d'addiction, à, à une croissance de ses ventes quand on parle des projets d'inonder le monde d'objets connectés en IoT, de construire des systèmes sans cesse renouvelés avec de nouvelles fonctionnalités, au final d'avoir un secteur qui construit une obsolescence marketing, une obsolescence psychologique qui conduit à chercher des téléphones portables avec toujours plus de mégapixels. C'est un secteur aussi qui actuellement prépare le remplacement de ces équipements téléphoniques pour passer à la 5G, du monde des téléviseurs pour passer à l'UHD, avec des coûts environnementaux absolument énormes. Alors ces constats, Franck, comme tu le disais en préparation, tu utilisais l'image de la marche sur des charbons ardents. C'est la situation finalement des ingénieurs qui ont cette prise de conscience et qui, malgré tout, sont dans la vie de l'entreprise. Comment tu vois les choses là-dessus? Oui, parce qu'effectivement, ce secteur a tellement été dans la réussite, dans le succès, dans le suivi des leaders, que son optimisation managériale a conduit de plus en plus à avoir effectivement de grandes directions fixant des objectifs et demandant à chacun de ses salariés de les suivre sans réfléchir. Et je vais prendre une sorte d'exemple que chacun a dû connaître dans ce secteur où le grand dirigeant annonce que le produit Super Bonus qui va permettre de doubler les ventes ne demande que la foi de suivre la stratégie proposée par le dirigeant en traversant pieds nus des charbons ardents. Et pour cela, il suffit juste d'un acte de foi dans la toute-puissance de la vision managériale. Ne vous inquiétez pas, ça ne brûle pas. Et par contre, refuser, douter, c'est mettre en cause la chaîne managériale. Je l'ai vu combien de fois ce point-là au comité d'entreprise européen, où au final, tous les managers acceptent comme un acte de foi de traverser les charbons ardents et n'entendent plus tous les faux semblants. Parce que au final, il ne reste que ça comme alternative, de faire semblant, de confirmer que les équipes, un à un, que chacun est capable de passer sur ces charbons ardents par des processus miraculeux par la foi, et que celui qui peut tenter de faire valoir une autre réalité n'a pas lieu de rester dans l'entreprise et se construit une sorte d'énorme iceberg de l'ignorance managériale où très rapidement, les managers n'ont aucun indice leur permettant de douter de la foi, puisque toutes les différentes strates en dessous, les signaux faibles du terrain, sont filtrés. Et au final, les managers peuvent même croire qu'on est en mesure de traverser ces chardons ardents. J'ai en mémoire d'une discussion assez tendue que j'ai eue avec mon directeur français, que j'avais convaincu d'aller dans les équipes, de voir que c'était impossible de traverser ces chardons ardents, que là, il y avait un modèle qui était insoutenable. Et quand il est parti discuter de ce point-là avec ses collègues européens, eh bien, il a été mis en difficulté. Parce que les autres n'avaient aucune information de cette impossibilité. Toutes les filtres managériaux avaient confirmé que non, le message de c'est possible était mis en œuvre. Et au final, c'était lui qui était pointé du doigt, comme peut-être ne sachant pas suffisamment motiver ses équipes. Et donc, finalement, le message qui était retenu et imprimé dans l'organisation, c'est qu'il vaut mieux rester dans la ligne tracée, la suivre ou faire semblant. Et peut-être pour conclure, dans un premier temps, qu'est-ce que tu vois comme place donnée à la parole des cadres sur son évolution? Alors c'est dur parce qu'effectivement on le voit beaucoup où cette parole des cadres se libère au Conseil de prud'homme après avoir été licencié, mais au final dans les entreprises,
ces cadres sont trop souvent résignés à rester dans ce management politiquement correct qui ne fait pas de vagues, comme une sorte de Titanic qui suit un cap fixé vers les icebergs du mur climatique. Je vois aussi des comités de direction qui préservent le court et le moyen terme et dont les membres croisent les doigts pour dire allez, plus que 3 ans avant mon retraite, là, tout, ces papy boomers qui disent on a quand même eu une belle carrière, ma chérie, tiens, reprends un petit peu de champagne. C'est vrai que ça va être dur pour nos enfants, mais bon, on en aura quand même bien profité. Et je vois ces discussions en comité de direction où c'est tellement facile de rien remettre en question, de tenir jusqu'à la retraite et d'emmener les entreprises, notamment dans le secteur numérique, à une course vers une extinction finale de certaines ressources, de certains métaux rares qui sont absolument essentiels pour les équipements électroniques. Et ce secteur est confronté à ce qu'on appelle la tragédie des communs, qui est aussi toute une histoire syndicale, où ne payant pas ou pas leur juste prix à ces terres rares, eh bien, tout le monde a intérêt à concourir à leur extinction. Et donc, la parole des cadres, cette parole ne peut avoir lieu qu'aux frontières de l'entreprise, dans la sphère syndicale, dans la sphère associative ou citoyenne. Il n'y a que là où elle est possible. Et c'est vrai que j'anime maintenant 2 à 3 fresques du climat par semaine. Je démarre aussi des fresques du numérique où j'y rencontre des cadres de tous âges, de tous horizons, à un secteur de sens. Et c'est dans le groupe des Sentinelles Vertes de la CFDT, du groupe Sobriété numérique du Shift Project et de l'association Fresques du climat que j'ai maintenant le sentiment d'être le plus utile en tant qu'ingénieur à mes camarades, à mes enfants, mais aussi sans rancune au monde de l'entreprise. Merci beaucoup Franck pour cette belle introduction à nos échanges et puis la profondeur de ton regard avec de multiples engagements à la fois dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise. Alors, tu évoques à la toute fin de ton intervention des perspectives possibles pour reprendre ces questions avec les ingénieurs et les cadres au sein de l'entreprise. Mais tu évoques aussi le fait de travailler aux frontières ou en périphérie. Qu'est-ce qui te semble dans les signaux d'encouragement à continuer ton engagement, notamment dans la voie syndicale? Est-ce qu'il y a tu perçois des nouveaux espaces d'intervention ou d'interpellation qui te semblent porteurs aujourd'hui de signaux faibles, mais qui sont sans doute des signaux d'optimisme? Oui, alors des signaux d'optimisme que je reçois superbement dans cette activité associative de fresques du climat où je suis confronté à de jeunes diplômés, à des cadres qui vraiment sans aucune appréhension vident leur sac, parlent du sac à dos écologique et évoquent les possibilités de changer le monde. Et il y a des choses qui peuvent changer le monde en termes d'usage, et le monde, il doit changer aussi avec les entreprises. Et ce sont bien les organisations syndicales qui sont à l'interface de ces deux mondes, qui permettent de protéger la parole des salariés, des cadres. C'est les organisations syndicales qui ont une légitimité vraiment prioritaire pour pouvoir porter au plus haut niveau de l'entreprise, dans les comités d'entreprise, dans les comités d'entreprise européens, dans les branches professionnelles qui peuvent porter ces paroles de cadre qui réinterrogent de manière vraiment violente les modalités des modèles de croissance des entreprises, mais une parole qui ne peut pas s'exprimer sans l'interface syndicale. Merci pour cette image de l'interface après celle des charbons ardents. C'est des choses qui aident aussi à positionner un point de vue. Tu l'évoques à l'instant, les étudiants en études d'ingénieur, mais pas seulement,
se manifeste un peu plus sur ces questions-là. On a vu émerger il y a quelques années un réseau des étudiants pour le développement durable. Et il y a 2 ans, je crois, à peine, un mouvement, on va dire, d'élèves ingénieurs qui s'appelle Pour un réveil écologique, mais il n'y a pas que des élèves ingénieurs. Donc, il se passe des choses quand on regarde la façon dont la société donne aussi des signaux sur son état de santé, on va dire, et de réaction. Ce qui sera intéressant maintenant, dans un deuxième temps de notre webinaire, c'est de voir avec Yves Lichtenberger, qui est sociologue des relations professionnelles et qui a travaillé de façon approfondie la culture, finalement, sciences humaines et sociales des ingénieurs à travers son travail mené au sein de l'université maintenant Gustave Eiffel. Eh bien, de nous signaler d'une part les constantes sur ce métier, cette profession qui est aux frontières là aussi entre les techniques et l'humain. Eh bien, comment y a-t-il à la fois des constantes et des changements à prendre en considération? Donc, je vais donner la parole à Yves, et puis ensuite on aura un temps de reprise de questions. Merci déjà pour les commentaires dans la partie de chat. On y reviendra tout à l'heure. Yves, je te donne la parole. Oui, j'active juste mes... J'active le partage pour avoir les quelques... Voilà, je te donne la main. Voilà. Excuse, pourquoi j'arrive pas à avoir la diapo? Je te donne la main, voilà. Merci. Merci Laurent, bonjour à tous. Je me réjouis d'intervenir juste après Franck, à la fois parce que il a peu insisté, mais il est informaticien, et l'informatique est une de ces disciplines qui est au cœur de tous les bouleversements actuels. Notamment parce qu'on ne construit pas un logiciel comme on construit une tour Eiffel, on n'empile pas des pièces les unes à côté des autres, on est sans arrêt dans des bricolages, des réajustements qui donnent une toute autre dynamique aux organisations, et les informaticiens ont souvent été au cœur de l'invention de nouvelles formes d'organisation. Et puis, j'ai été très intéressé par ce que Franck vient dire, parce que montrer 2 choses. D'une part, les contradictions dans lesquelles on se trouve constamment avec ces changements d'organisation. Et quand j'ai intitulé mon exposé spécialiste, ça, c'est une constante de l'ingénieur. Ce qu'on entend de lui aujourd'hui plus, c'est d'être engagé, mais comme il l'a dit, à la fois engagé, c'est une implication personnelle, et puis dès qu'on y met trop de personnalité, on se fait taper dessus parce que il faut rester dans le cadre de l'entreprise. Et puis on lui demande d'être innovant, mais s'il innove trop, on lui demande de pas trop bousculer ce qui est en place, etc. Et donc il a bien illustré le fait qui me semble majeur, c'est que nous sommes dans un moment d'apprentissage conjoint, aussi bien de la part des salariés que des directions d'entreprise, aussi bien du rapport entre les entreprises, le service qu'elles fournissent, et pas simplement les produits. Et donc il y a tous ces mouvements d'essais, d'erreurs, tous ces couacs, toutes ces choses qui se bousculent. C'est donc un moment particulièrement passionnant, parce qu'on n'est pas simplement dans des tapis qui se déroulent, on est dans quelque chose d'une certaine manière de beaucoup plus humain. Ces changements, le point sur lequel j'aimerais mettre l'accent tout d'abord, c'est que finalement, l'ingénieur aujourd'hui reste marqué par les figures de Taylor et de Ford, un ingénieur d'industrie qui est un technicien hautement expert et un calculateur. Et aujourd'hui, on lui demande
de mettre l'accent plutôt que sur l'aspect industrieux, sur l'aspect ingénieux. Et c'est un retour au fondement du métier. C'est ça qui m'intéresse. Et donc le père de l'ingénieur aujourd'hui, ça n'est pas Taylor et Ford, c'est un retour à Archimède. Et Archimède, ça n'était pas Thalès ni Pythagore, c'était un praticien. C'était l'homme qui inventait les catapultes, qui inventait les machines qui permettaient de lancer des boules de feu, etc., auxquels, face à des problèmes, on demandait de construire des machines, des engins. C'est là que vient le terme ingénieur, c'est-à-dire d'avoir du génie, de mettre du génie dans la matière d'une certaine manière. Et donc, Archimède, c'est celui qui nous rappelle ce lien entre le comprendre et le faire qui est au cœur de la figure de l'ingénieur. Et puis, Léonard de Vinci, grand ingénieur. D'ailleurs, il a été beaucoup plus souvent rémunéré comme créateur, là aussi, d'engins et d'engins de guerre que comme peintre de la Joconde, et qui montre ce moment où l'artiste et l'artisan sont complètement des figures fusionnées. Et ça n'est qu'à partir de lui que on verra l'ingénieur se détacher de l'architecte et puis prendre sa dimension propre. Et donc, cette figure de l'ingénieur, c'est le constructeur de solutions, celui qui met du génie dans la matière, celui qui est l'initiateur dans son domaine et le metteur en œuvre du changement. Cette évolution, on la retrouve au cœur des enjeux qui sont ceux d'évolution de nos entreprises aujourd'hui. Alors, automatisation, informatisation, etc. Vous connaissez ça à satiété, qui marque ce mouvement très profond où tout ce qu'il y a de mécanique dans le travail humain, dès qu'on sait le normaliser, en épuiser les règles, eh bien, on le transfère vers de la machine, que ce soit l'activité physique qui se transfère vers des robots, que ce soit les activités de raisonnement qui se transfèrent vers de l'informatique. Et ça a ce côté paradoxal qu'on ne voit pas toujours, c'est qu'on a d'un côté plus de machines et de l'autre un travail humain qui devient de moins en moins mécanique. Toute la partie mécanique en est extraite. Et donc, ce qui reste dans le travail, ce pourquoi on fait appel à des individus, c'est là où il y a de la décision, c'est là où il y a de l'incertitude, c'est là où il y a de la prise d'engagement. Et donc, c'est un travail plus humain, pas au sens d'une humanisation comme on le voit peu ou rarement, mais au sens de cette introduction de la complexité humaine dans les organisations. Et on le voit tout d'abord dans ce changement de rôle des entreprises, où on ne les regarde pas simplement par le produit qu'elles fournissent, mais par le service qu'elles rendent, y compris l'industrie. L'industrie devient de plus en plus une industrie de service. Le lien entre industrie et service s'évapore complètement, mais où aujourd'hui on regarde aussi pas seulement le service qu'elles rendent à un client particulier, mais à la société en même temps. L'impact qu'elle a sur l'amélioration de l'environnement et tous ces enjeux qu'on a évoqués tout à l'heure. Et ces modes d'organisation, ils amènent à des changements assez profonds dans l'organisation. Le fait que l'organisation, c'est pas simplement un programme où on suit des étapes, mais un projet où on est sans arrêt à corriger le tir, où ce qui compte, c'est plus le point d'arrivée que le point de départ, et où s'il y a des défauts, l'important n'est pas de chercher la faute, mais de chercher la solution. Peu importe qui a fait la faute. Ce qui importe, c'est qui peut apporter la solution.
Et donc, ça amène un changement dans ce qui est attendu du travail. Ce qui est attendu du travail, c'est pas simplement d'être exécutant, c'est de prendre les bonnes initiatives au bon moment, et donc d'avoir un mode d'organisation qui n'est plus celui industriel de la rationalisation, de la coordination d'en haut, mais celui de la coopération des gens qui, face à un problème, joignent leurs compétences, joignent leurs connaissances pour construire des solutions nouvelles. Et autant on peut coordonner des gens qu'on ne connaît pas, on peut les coordonner de loin, on ne peut pas coopérer les gens sans qu'ils y mettent du leur. On ne peut pas coopérer les gens sans qu'ils travaillent ensemble. Et ça, c'est une transformation très, très profonde de nos organisations. Pourquoi le truc disparaît? Je t'ai redonné la main, Yves, pour... Ah, voilà. Voilà. Pardon. Voilà. Et donc, je voulais mettre l'accent sur le double mouvement qui est à l'œuvre dans ces changements d'organisation et les problèmes qu'ils posent. Double mouvement, d'une part, des organisations qui sollicitent une plus grande implication de chacun dans les finalités de l'organisation. Il ne suffit plus d'obéir, il faut y mettre du sien. Mais aussi, il ne suffit plus de commander, le travail doit trouver du sens. Et là, l'ingénieur est vraiment au cœur d'une difficulté, celle des relations avec sa hiérarchie, où on lui demande d'être engagé à son niveau, avec toutes les contradictions qu'il peut y avoir entre les valeurs qui sont les siennes et celles de l'entreprise. Et puis, de l'autre côté, l'ingénieur est aussi, dans la plupart des cas, un cadre, et il est aussi dans la même relation entre lui et ses subordonnés. Subordonnés, d'ailleurs, c'est un terme où de plus en plus on essaye d'accentuer le côté collaborateur et le côté coopération qu'il peut y avoir, mais où il suffit plus qu'il dise à chacun ce qu'il doit faire, où il doit plutôt décliner les objectifs stratégiques de l'entreprise en disant à chacun ce qu'il y peut pour entrer dans ces objectifs. Et donc, la façon dont il peut traduire des enjeux clients, mais aussi des enjeux sociaux, mais aussi des enjeux sociétaux, en disant, voilà, dans votre travail, vous pourriez faire ceci. Et on sait très bien que si on veut que les gens s'engagent, c'est jamais par la contrainte. La contrainte, elle est toujours génératrice, au contraire, d'opposition et de force de grincement. Par contre, l'autonomie, elle est source d'engagement et de force plus vive. Et donc, l'inconvénient de ces formes-là, c'est qu'on a des repères beaucoup plus mouvants. Il faut des organisations qui soient capables de faire le point et de s'ajuster en permanence. Et donc, plus de stress, on le voit assez dans la description du travail. Et puis, le deuxième élément, c'est des individus au travail, et c'est bien parce que ça concorde, qui sont aussi aujourd'hui beaucoup plus soucieux du sens de leur travail. Laurent l'évoquait tout à l'heure sur ces jeunes ingénieurs en école qui de plus en plus sont attentifs à la valeur de ce qu'ils font, à l'utilité sociale et pas uniquement au salaire ou à la stabilité de l'emploi qu'ils vont pouvoir avoir. Et donc, ces individus plus autonomes, on ne les manage pas en leur disant « t'as qu'à faire ce qu'on te dit ». Voilà, il faut dire, essaye de faire ce qu'il faut pour, et donc c'est toujours l'enjeu d'une discussion. Le fait que la bonne organisation maintenant, c'est pas simplement d'avoir bien prévu l'organigramme, c'est d'avoir prévu tous les éléments d'interaction, de discussion qui permettent cet ajustement en permanence. Et donc, j'en termine là-dessus, dans ces évolutions. Il me semble que
bon, souvent on dit c'est le métier qui fait l'homme, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais quand le métier lui-même est sans arrêt mouvant, ça devient compliqué. Alors on dit à ce moment-là, c'est l'homme qui fait son métier. Le bon artisan, c'est un artiste. On revient à Léonard de Vinci, et c'est le musicien, in fine, on dit aussi, qui fait la bonne musique. Et donc, l'homme, l'ingénieur, est amené à définir constamment son métier. Il y a cette image du tailleur de pierre auquel on demande ce qu'il fait. Et le premier dit « je taille une pierre », le deuxième dit « je construis un mur », et le troisième dit « je bâtis une cathédrale ». Et comment on situe les frontières de son métier, le sens, l'horizon de sens qu'on peut lui donner. Et donc, être ingénieur aujourd'hui, c'est pas manager ou simplement développer des recettes. C'est un métier qui est en constante redéfinition technique avec la spécialisation, une plus forte technicité, mais des technicités qui évoluent, puis surtout des technicités qui se croisent entre le physique et le bio, entre le numérique et la gestion, l'économie et le social, le technique et le sociétal, etc. Et donc aussi une beaucoup plus forte attention, on le voit aussi dans l'évolution des écoles, vers les compétences transversales, les capacités relationnelles, le fait qu'il suffit plus d'être bon dans son domaine, il faut être capable de le faire partager aux autres et construire des solutions complexes avec les autres. Et donc, cette redéfinition du rôle de l'ingénieur qui, entre la stratégie et l'exécution, est un levier essentiel du changement. Il fait, il aide à faire, et puis surtout, il fait changer. Merci beaucoup Yves pour cet éclairage assez structuré. Dans les commentaires, dans le chat, un dernier commentaire disait sur la slide précédente, c'est exactement ce que je vis. Voilà, donc ça rejoint bien les situations. Je vois un autre point, c'était on évoque dans le chat est évoqué la situation de Luc dans une collectivité territoriale qui, comme tu le dis, a à mettre en œuvre le changement. Mais dans cette mise en œuvre du changement, finalement, on ne s'intéresse qu'aux finalités, on ne questionne plus la technique qui est mise en œuvre. Hein, et ça rejoint aussi ce que tu dis sur, finalement, on passe d'un produit à un service. Hein, donc, on regarde non plus l'objet, mais finalement, ce qu'il permet de faire. Comment est-ce que tu vois les possibilités dans ces changements de quand même garder un espace d'interrogation sur les choix techniques ou les choix technologiques? Il est constant. On a eu le mouvement très fort dans lequel on a dit la technique c'est dans les manuels, il suffit d'appliquer, etc. Donc ce qu'il faut c'est mettre du social en plus. Et le social est venu se mettre à côté, puis il faut mettre de l'économie, donc du calcul de l'impact, des coûts, etc. en plus. Et ce qu'on voit bien aujourd'hui, c'est que ces dimensions qu'on ajoute, c'est pas des dimensions en plus, c'est des dimensions qui doivent s'entrecroiser avec la technique. Et donc, lorsqu'on revient en disant il y a des choses qui vont pas là-dedans, on voit qu'il faut réfléchir la technique, y compris le plus en amont possible, en intégrant ces dimensions économiques et sociales. Et ça nécessite de la coopération où le technicien ne travaille plus en dehors, en amont ou en aval, mais où il y a des coopérations croisées qui sont obligées de se nouer. Et là, l'ingénieur, avec sa technicité, il est quand même le pro auquel on doit pouvoir faire confiance dans son domaine et apporter sa technicité, mais faire partager sa technicité et faire comprendre aux autres les limites de ce qui est possible à partir de sa technique. Donc la technique ne disparaît absolument pas. Elle devient elle-même partagée.
On pourra revenir peut-être après sur une interrogation de Gabriel sur finalement la disparition dans le paysage, on va dire médiatique ou culturel de la parole des scientifiques. Hein, alors pourtant on a en ce moment souvent une référence à certains conseils scientifiques, mais peut-être avant cela, et c'est l'expérience aussi de Franck qui pourrait peut-être nous dire comment les choses sont perçues entre ce mouvement d'individualisation qui a pu être perçu, et finalement on essaye de sauver sa peau entre guillemets comme disait Franck, et puis ce que tu dis Yves sur finalement il faut qu'on passe d'une expertise individuelle à une expertise collective, qu'on passe de la collaboration à la coopération. Est-ce que ça pourrait avoir comme perspective que les collectifs entre guillemets de travail seraient plus forts demain qu'ils ne sont aujourd'hui et permettraient de porter un peu plus, je veux dire, une parole travaillée collectivement à partir notamment de l'expertise que chacun apporte dans le collectif. Comment tu vois un peu ces perspectives d'évolution, ou bien est-ce que le mouvement d'individualisation qui a quand même été celui dans lequel la plupart des métiers ont été enfermés est une voie dans laquelle il n'y a pas d'issue? Moi, je suis très frappé par le fait que toutes les nouvelles formes d'organisation, le lean management, mais c'est aussi toutes les formes d'entreprises libérées, etc., qui en découlent, ont comme fondement le fait de donner du temps collectif pour s'ajuster. Et donc, d'avoir des moments de réunion qui sont balisés, etc. Alors, d'une certaine manière, s'appauvrit quelquefois la discussion informel, tous les temps creux sont chassés, mais en même temps, ces temps entrent dans l'organisation. Et donc, le collectif, à tous les moments, prime aujourd'hui sur l'individu. On n'est pas dans des rapports où il y a un chef qui donne ses ordres à chacun. On a un chef qui est au milieu d'une équipe et qui, à un moment donné, discute d'un problème. Et la discussion du problème, elle n'est pas la faute à qui, ou t'as pas fait ce que je t'ai dit, ou tu m'as pas dit ce qu'il fallait bien faire, ou etc. Elle est, aïe, on a un problème, comment est-ce que on peut y apporter une solution? Et c'est des modes d'organisation où c'est du 10 minutes tous les matins, ou bien où c'est 1 heure toutes les semaines, ou toute une série de choses comme ça. Mais à l'heure actuelle, contrairement à tous les espoirs qui avaient été mis, par exemple, dans le droit d'expression, c'est des choses qui restent très inféodées aux exigences managériales. Et donc, un des enjeux, il y a toute une série d'expériences, la Fédération Métallurgie, par exemple, CFDT, s'est beaucoup investi là-dedans avec une expérience phare un peu à Renault-Flin sur la création de dialogues sur la qualité du travail. Parce que la qualité du travail, chacun en a sa vision. Et donc, si on veut bien travailler ensemble, il faut qu'on puisse s'accorder sur qu'est-ce qui fait la valeur du travail, qu'est-ce qui est important pour moi. Et là, on aborde des questions d'horaire, on aborde des questions de rapport entre la production et la maintenance, on aborde des questions d'économie, d'utilisation du matériel, etc., etc. Et ça devient des formes beaucoup plus riches et beaucoup plus humaines de fonctionnement avec tout ce que l'humain comporte de conflictuel et de difficile, de complexe. Franck, peut-être sur ces questions d'individualisation du travail ou de réémergence de collectifs parce qu'on a besoin de croiser des expertises, est-ce que c'est quelque chose que tu as pu pressentir ou voir arriver dans ton environnement professionnel ou dans ce que l'on te rapporte, ou bien est-ce que pour l'instant tu as une vision qui est celle que je décrivais tout à l'heure? Ce que je perçois beaucoup, c'est que la capacité des propos des collectifs de salariés à apporter une parole pertinente, elle doit résonner avec celle des clients, des utilisateurs. C'est à ce moment-là, en se faisant les relais des demandes des clients et des utilisateurs, que cette parole elle peut être légitimée. Et j'ai l'expérience quand même de moments assez rares
est précieux, où en comité d'entreprise européen, on a un directeur Europe qui a de toute façon pourri sa journée en disant bon bah je vais passer ma journée en CE européen, mais qui prend ce temps-là pour écouter vraiment la vraie vie de salariés au contact avec des clients et pouvoir être en contact au cours d'une journée avec les réalités professionnelles vécues par les salariés sur le terrain. Et les moments où ces salariés sont vraiment entendus, c'est quand ils portent une réalité plus grande que leur propre réalité, celle des besoins des clients, du marché, plutôt que de s'aventurer sur des questions de conditions de travail ou de rémunération. Merci. Dans les propos, donc dans le chat, on parlait de l'absence ou de l'inaudibilité de la parole des scientifiques. Peut-être Franck, toi qui t'investis dans The Shift Project, comment tu perçois ça? Enfin, et puis ensuite peut-être Yves aussi un regard sur le long terme ou le moyen terme. Alors, ce que je perçois, c'est que le souci, je le mets. Alors, peut-être juste parler de l'atelier que je mène, qui est la fresque du climat, qui déploie en 1h30 les grands enseignements du rapport du GIEC. Donc, il ne fait que reprendre les grands chapitres et les articuler, les mettre à disposition d'un collectif de participants pour tisser les compétences. Et ce que je perçois, l'essentiel de la difficulté, c'est qu'on arrive à s'adresser au cerveau, on arrive à amener effectivement les conséquences théoriques, scientifiques à être comprises, mais que l'énorme difficulté, c'est après de se les approprier, de les incarner et de se dire que moi, en tant qu'individu, je suis partie d'un grand tout qui va pouvoir collectivement faire évoluer les choses. Et que un petit peu, comme avec le Covid, on peut se dire effectivement, ok, j'entends les scientifiques, mais quel est le poids de mon action individuelle, de mon comportement au premier de l'an ou de mon comportement par rapport au port du masque, quel est le poids de ce comportement individuel par rapport à l'immensité de la collectivité. Et c'est bien ça ce qui est l'enjeu, c'est ce passage de la conscience scientifique à la conscience sociétale, la conscientisation, de ne pas juste incarner dans la tête les enjeux de changement climatique, mais les incarner dans le corps et dans sa vie auprès des autres. Merci Franck. Yves, sur la question de la parole des scientifiques oui. Et la place finalement plus largement de la science dans la société, il faudrait peut-être 2 heures de temps de parole, mais là on a 2 minutes. Je suis pas sûr qu'on puisse parler d'inaudibilité parce que jamais les connaissances scientifiques n'ont été aussi présentes dans le débat et aussi présentes sur la table. On le voit avec le Covid aujourd'hui. Et je me rappelle une discussion récente de Frédéric Vidal, ministre de la Recherche, étant interrogé sur cette place des scientifiques, en disant oui, mais ils racontent n'importe quoi, un jour ils nous disent ça sur les masques, le lendemain ils nous disent ça, etc. Et elle répondait, mais c'est la science. Et donc la science, oui, elle apporte aussi, elle est à la pointe des connaissances et elle apporte aussi ces interrogations, etc. Donc ce qui me semble plus significatif, c'est la place de la science dans la décision. Et on ne peut pas demander, on ne peut pas croire d'abord que la science puisse se substituer à la décision. Et dès lors qu'on pense que la science ne peut pas substituer à la décision, toute la question est quelle place les scientifiques prennent dans la décision. Et on le voit aujourd'hui, le rapport entre le conseil scientifique et le gouvernement
le gouvernement ajoute des enjeux économiques et sociaux. Les scientifiques disent il vaudrait mieux tout arrêter, là on arrêterait le truc, et les autres disent mais non, on peut pas détruire la société de l'autre côté. Et puis les scientifiques Covid disent arrêtez tout, les scientifiques psychologues disent attendez, mais vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de détruire, regardez les jeunes aujourd'hui qui peuvent plus aller à l'université, etc. Quelle génération nous faisons, etc. Donc elle est au cœur de ces interrogations. Donc la question, elle est celle du quel mécanisme d'apprentissage on construit et pas à pas. On n'a pas de réponse toute faite avant, mais comment est-ce qu'on peut avancer ensemble en à chaque fois gardant cette confrontation? Merci. Ça rejoint une question posée par Serge dans le slide, ou du moins une réflexion sur finalement quels sont les espaces de discussion stratégique, hein, comment finalement dans la discussion stratégique les questions de la science peuvent être abordées. Ça m'évoque dans mon passé de jeune ingénieur à la RATP le fait qu'à une époque, à côté du conseil d'administration, il y avait un conseil scientifique ou un conseil de la recherche, hein, pour éclairer peut-être les réflexions de la direction sur demain quels sont les changements qui sont travaillés dont on essaye de comprendre les évolutions. Et puis aussi assez récemment frappé par dans un comité d'entreprise d'une très grande société du secteur des télécoms, la mise en place par l'ex-comité d'entreprise d'une commission innovation, innovation technologique, c'est-à-dire un espace d'interface entre le dialogue social et puis les questions technologiques. Voilà, c'était, je trouvais, deux expériences intéressantes. Et donc ces espaces-là, ils sont aussi des espaces de prise de recul par rapport à la confrontation des enjeux scientifiques, enjeux environnementaux, enjeux sociaux. À une moindre échelle, et je vais passer donc faire la transition avec Bernard Jarry-Lacombe qui a construit avec le CREFAC et la CFDT Cadre une proposition d'un espace de réflexion individuel mais aussi collectif sur ces enjeux-là et sur la place de l'ingénieur. Donc Bernard, je te passe la parole pour une présentation de ce qui a été construit et qui est proposé aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc je vais vous parler maintenant de la traduction en termes de proposition du CREFAC par rapport au débat que l'on vient d'avoir. Alors je vais mettre les slides. Merci. Je vais te donner la main. Voilà. Donc ce dont je vais vous parler, c'est la mise en place qui a été réfléchie depuis un certain nombre de mois au sein du CREFAC d'une offre qui répond aux interrogations, aux remarques qui viennent d'être formulées à la fois par Yves et par Franck. La question est effectivement que d'un côté, il y a toutes ces grandes réflexions, et d'autre côté, il y a la vie personnelle, professionnelle, familiale, etc., en société de chacun de nous. Et donc, on va essayer de repositionner le rôle de chacun au milieu de, à la fois, son travail, les collectifs et la société. C'est pour ça que on a donné à cette formation que l'on vous propose le titre que vous voyez, donc ingénieur et cadre expert au cœur des organisations. Ça le dit bien. Les organisations, c'est à la fois là où on travaille, mais ça peut être aussi en dehors du travail, et des grands défis sociétaux et des grands défis professionnels, évidemment. Voilà, donc ça c'est l'objectif principal. Le contexte ou le décor, je pourrais dire, a été planté par les deux exposés précédents dans sa dimension sociétale, sa dimension d'expertise, soit individuelle ou collective, dans sa dimension d'organisation et dans sa dimension aussi de management, par exemple. Donc on est vraiment au croisement d'un tas de questionnements et la difficulté, mais je dirais aussi l'extrême richesse de la situation, c'est d'arriver à se situer un petit peu à ce carrefour et sans s'y perdre.
Donc les objectifs que l'on s'est fixés en organisant cette session, c'est d'une part, face à tous ces enjeux qu'on vient de voir, de travailler, de réfléchir avec des ingénieurs, des cadres, experts, on verra un peu plus largement d'autres personnes, qui sont les chefs de projet, par exemple, mais aussi les délégués du personnel, les élus syndicaux qui sont totalement concernés par ces questions-là, de voir un peu quel est ce rôle majeur dont on parle à propos des ingénieurs et des experts. C'est-à-dire un peu la place de leur technicité, de la technique en elle-même, qu'il ne faut pas confondre tout à fait avec la science par rapport à les questions qu'on vient de débattre juste avant. La science est en amont, la technique est en aval, et les ingénieurs, ils sont là pour traduire la technique en réalisation, répondre à des problèmes, construire des solutions, comme disait Yves tout à l'heure. Donc voilà, donc ils sont à la fois spécialistes, constructeurs, donc à la croisée d'un tas de compétences diverses. On a vu qu'il n'y a pas seulement que les compétences techniques qui jouent, il y a les compétences d'organisation, d'animation, de capacité de coopération, de vie d'équipe, etc. En tout cas, ce qui apparaît quand même clairement, c'est que pour construire les réponses aux défis un peu de la société, ça se fera pas sans la technique, un certain usage de la technique. Ça se fera pas sans remise en cause d'un certain nombre de stratégies, et ça se fera pas non plus sans les ingénieurs et sans les experts techniques. Voilà. Et bien sûr, ça se fera en coopération et ça se fera aussi avec tout le reste de la société et des rouages démocratiques qu'elle a pu donner. Et puis, bien sûr, du fonctionnement des entreprises, les directions, comme on a indiqué déjà. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de prendre ce temps de recul, d'échange, donc de réflexion ensemble. L'idée, c'est quand même de partager entre pairs les différentes expériences que l'on vit et les différentes idées, solutions que l'on peut avancer. Donc, ça va bien sûr concerner vos finalités à la fois personnelles, mais aussi les finalités de l'entité pour laquelle vous travaillez, dans laquelle vous êtes inséré. Ça va questionner concrètement quel est le rôle que moi j'ai dans l'entreprise ou l'administration ou le service public, etc., ou la recherche, là où je suis. Et donc, essayer d'en définir quel est l'intérêt, à la fois pour moi, l'intérêt peut-être pour la société, et le sens que ça a. Ouais, je crois que ça rejoint l'idée de tout à l'heure, le sens, il existe en soi, on le plaque pas de l'extérieur. Donc c'est intéressant de réfléchir à ça. Et puis, découle de tout ça une forme de responsabilité par rapport aux enjeux, donc responsabilité individuelle comme collective. Prenons-en par exemple l'idée qui a été évoquée, enfin ce qui a été mentionné par Franck sur les risques. Quand on parle de risques, moi ça me fait penser effectivement, on peut parler de Challenger, mais on peut parler des choses aussi. Challenger qui était la navette spatiale qui avait explosé pour des raisons, là aussi, à cheval, en lien entre la technique, le management et la stratégie, et le politique, je dirais. Mais on peut penser à des choses très simples comme la passerelle à Saint-Nazaire, qui avait été mal dimensionnée par quelqu'un, ou une équipe, je sais pas, mal fabriquée, je sais pas. En tout cas, au moment où les ouvriers sont passés dessus, cette passerelle a cassé et il y a eu des dégâts humains et des dégâts matériels. Donc, la notion de risque, elle est partout, dans les petites choses comme dans les grandes choses, et c'est important d'y réfléchir, de repérer. Donc, que l'ingénieur, que le technicien même, je dirais, mais aussi peut-être que l'équipe de direction, ils prennent aussi le temps d'identifier ça et de voir les conséquences que ça peut avoir sur les solutions. On peut pas non plus mettre de côté le développement personnel, qui est un peu aussi une des finalités avec lesquelles on travaille. Qu'est-ce que je retire de cette activité, à la fois en termes de compétences, mais en termes aussi d'autonomie, de lien avec les autres, etc. Donc voilà, je crois que on a un champ qui est absolument immense, et c'est un petit peu ça que l'on voudrait défricher avec vous. Et alors je le dirais défricher en ce sens que c'est pas une formation classique, c'est-à-dire qu'on va essayer
d'apporter à travers quelques tutoriels que je vais vous présenter juste après, d'apporter des concepts, de l'aide à la réflexion. On peut dire de cette façon que les deux exposés précédents étaient déjà l'amorce réelle de ce travail-là, mais aller plus loin et le confronter à ce que chacun vit dans son lieu de travail. Et ça me paraît fondamental. Donc, qui est concerné, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, donc il y a les ingénieurs, les cadres experts, les chefs de projet et les syndicalistes, et puis de quelles origines, dans quel lieu de vie professionnelle, ben, les industries évidemment, toutes les entreprises petites et grandes, la fonction publique évidemment, les services publics, les organismes de recherche, etc. Donc c'est vraiment ouvert à partout où il y a des fonctions, je dirais, un petit peu techniques. À la limite, un jour ou l'autre, on pourrait même étendre cette réflexion à la technique administrative, je dirais, ou la technique juridique. Hein, c'est pas si loin que ça. Bernard, tu peux balayer voilà, rapidement les 4 thématiques? J'y arrive tout de suite. Merci. Donc, on vous propose 4 demi-journées. Donc, c'est une formule en distanciel. Pour le moment, on ne saurait pas faire autrement, à moins que la situation change beaucoup. Donc, 2 parties pour structurer ces 4 demi-journées. D'abord, le rôle des ingénieurs face aux nouveaux défis. Et une deuxième partie, les enjeux professionnels et sociétaux, les questions donc éthiques et les questions de responsabilité. Dans les tutoriels, on vous proposera un premier tutoriel qui va repartir de ce que vient de dire Yves sur les grands enjeux actuels et l'évolution du rôle des ingénieurs, de la place de la technique, etc. Donc, je n'ai pas besoin de le détailler. Le deuxième tutoriel sera consacré au processus de conception et à la responsabilité de concevoir. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose de très, très important. C'est Dominique Genelot, un spécialiste de la question et puis des méthodes de réflexion et de la complexité. Il nous parlera un petit peu de comment, dans la construction de solutions, quelle est la responsabilité de l'ingénieur quand il conçoit quelque chose. Entre les deux, on aura fait un atelier. Les ateliers sont destinés à un temps d'échange et un temps de réflexion collective en partant du vécu de chacun. Donc, ce sera une alternance entre atelier et tutoriel. Dans la troisième demi-journée, donc nous basculerons sur la question plutôt de l'éthique. Et on donnera la parole à Laurent Mailleux pour le tutoriel numéro 3, qui sera plutôt dédié à une réflexion sur la déontologie, l'éthique et la responsabilité professionnelle, et jusqu'à la responsabilité sociale de l'entreprise, et même à l'alerte. Et l'alerte peut avoir différentes formules. Donc ce sera très important de se remettre en face de cela, et immédiatement après, d'aller sur l'atelier B, c'est-à-dire de se mettre en situation de chacun, dans mon quotidien, dans mon vécu, où on en est dans les questions de déontologie et d'éthique, quels sont les liens avec l'organisation mise en place, les méthodes de travail, les pratiques, etc. Puis la quatrième demi-journée nous amènera, suite à cet atelier et atelier aussi précédent, à revenir sur, au fond, on dit tout le temps que les situations sont complexes, parce que tout est un petit peu, tout s'entremêle, du technique à l'humain, de l'organisation aux finalités, le collectif là-dedans, la coopération, tout ça, c'est un peu compliqué. Donc, on va essayer de réfléchir avec Dominique Genelot au contexte, à ce qu'on pourrait qualifier de concept de complexité, et en quoi on est pris dans l'approche systémique nous aide à éclairer un petit peu cette réflexion. Donc, qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce que ça change dans notre regard sur la situation que l'on décrit. Ensuite, on va déboucher vers la fin de la quatrième demi-journée sur un atelier qui reviendra à se demander quels sont les soutiens à la fois professionnels, syndicaux, mais on peut aussi dire associatifs, c'est-à-dire dans ou en dehors de l'entreprise ou à cheval sur la frontière, quels sont les soutiens syndicaux qui seraient utiles, qui sont souhaités, qui sont indispensables, et quels en sont un petit peu le fonctionnement et la mise en œuvre.
On a parlé tout à l'heure de soutien par rapport aux réflexions collectives sur la qualité du travail. Voilà. Et puis après, classiquement, on terminera la session par un tour de table, un débat sur ce que je retiens, moi, personnellement, en participant, qu'est-ce que je retiens de tout ce qu'on aura vu et dit, et quelles sont les questions sur lesquelles je n'ai pas entendu parler, ou finalement j'aurais voulu poser, mais j'ai pas eu le temps, voilà. Et puis, dernier point, comme c'est la première édition d'une nouvelle série de sessions autour de ce thème, nous allons vous donner la parole pour aussi faire des propositions pour construire la session suivante. Donc, c'est un peu le côté aussi coopération en collectif pour construire la session suivante pour les intervenants suivants. Le calendrier, c'est aussi quelque chose d'assez important. Donc, on a dit 4 demi-journées en distanciel. Là, vous avez sur le transparent et sur le slide les 4 dates qui sont proposées. Donc, c'est 4 matinées. Donc, il faut compter entre 3h, 3h30, avec une pause évidemment pour un petit peu tenir le rythme. Et que ça ait du sens là aussi. Donc, notez-le bien, 5 février, 12 mars, 26 mars et 9 avril. Bon, quelqu'un qui ne peut pas rester aux 4, évidemment, on ne le rejettera pas, mais il est quand même conseillé de s'engager sur les 4 matinées, parce que ça fait quand même un tout pour arriver à la fin. Modalité d'inscription, le coût est de 100 € à l'inscription. Les modalités pour s'inscrire, vous les trouvez sur le site du CREFAC, donc à vous de vous y rendre. Vous tapez CREFAC sur un moteur de recherche et vous y arriverez directement. Voilà. Bien, merci Bernard. Donc, merci aussi à vous tous parce que vous avez contribué par pas mal d'indications dans le chat qu'on va pouvoir reprendre dans nos réflexions. Donc, pour poursuivre sur cette thématique, donc une adresse c'est crefac.com. Vous avez aussi en ce moment à disposition sur le site de la revue Cadre le dernier numéro consacré à la responsabilité environnementale. Et puis, je ne sais pas si Yves Lichtenberger était au courant, mais la semaine prochaine, nous avons un webinaire sur le dialogue sur les qualités du travail. Hein, donc, c'est une suite des webinaires précédents, mais vous pouvez y assister donc mardi prochain à 13h, donc un deuxième webinaire sur les questions d'organisation du travail où on va approfondir les démarches de dialogue sur les qualités du travail.